大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 57 de l'ASP, le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine. Et aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de la serial liseuse, celle qui lit des romans plus vite que son ombre, a.k.a. Lukiline. Je m'attendais pas à celle-là. Tu l'approuves ou pas? Ouais, j'approuve. Elle a été étudiée. Ouais, je elle a été brainstormée, elle a été validée par une IA, elle a été pesée aux fruits et légumes, elle a été validée à 100%. Je valide. Donc validée à 200% du coup. Merci pour la super intro. Donc ça va pas bien. Mal, non? Ouais, j'adore. Ah, je faudrait que j'en fasse des plus souvent comme ça. J'adore, merci. Ça va bien et toi? Bah ouais, je t'avais pas demandé ça allait, mais ça va. Ah bah écoute, tu vois, ça m'a perturbé tout ça. C'est ce film, toute cette pression. Non, mais je sais que ça va. Sinon, on serait pas en train d'enregistrer. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on est là pour un épisode mystère. Ouais. Parce enfin, pour que... toi. Oui, pour moi, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui choisis un film japonais. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'en ont pas suivi, on a pioché dans le dernier épisode, notre film pour cette semaine. Et c'est toi qui choisis le film. Et en l'occurrence, un film japonais. C'est ça, tout à fait. Et le choix a été très dur. Et j'ai hâte de savoir ce que tu as choisi. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout. J'ai pas voulu chercher parce que j'avais pas envie de mettre des attentes. Ouais, je comprends. Bah déjà, en fait, j'ai éliminé des trucs. Alors déjà, j'ai éliminé les Kitano, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'ils tombent de manière naturelle. Donc, on est resté. C'est bien. J'ai aussi pas mis de Koreeda, parce que j'avais très très envie d'en voir d'autres. Mais on en a déjà fait deux. Ouais, deux coup sur coup. Donc je me suis dit, on va laisser de la chance un peu aux autres. C'est bien. Et après, j'avais très envie aussi de regarder Le Tombeau des Lucioles. Mais on l'a pas en physique. Et on s'est dit, on va essayer de regarder un peu les trucs qu'on a, histoire de pouvoir aussi frimer avec nos nouveaux arrivages de Joker Shop. Et puis surtout que je les ai pas achetés pour rien, quoi. Exactement. Et après... j'ai essayé d'autres. En fait, là, je suis en train de faire tout le raisonnement que j'ai eu, mais je sais pas si j'aurais dû. Moi, j'ai une question. Est-ce que là, tu fais traîner le truc parce que t'es encore indécis ou Non, je sais, j'ai choisi. Okay. Mais je donne un peu comment... J'explique pourquoi j'ai été indécise et à quel point ça a été compliqué. Ensuite, j'ai hésité avec The Ring, mais comme j'ai déjà vu, je me suis dit, on va mettre un truc que j'ai pas vu. Et je me suis dit qu'on allait peut-être mettre The Grudge, parce que je me suis dit, il faut que je prenne ma destinée entre les mains, et comme ça, c'est pas moi qui subis quand on va le mettre, mais c'est moi qui choisis. Mais j'ai pas été encore prête. Et donc, on va regarder, parce que avec tout ça, il faut quand même dire ce que j'ai choisi. J'ai choisi Tatouage. Ah ouais. Donc, c'est un film de Yasuzo Masumura, qui est sorti en 1966. Et voilà, c'est un film que je ne connaissais pas du tout avant que tu l'achètes. Ça a l'air d'être un classique du cinéma japonais. Et donc, je me suis dit, une découverte d'un film un peu fondateur aussi. Surtout avec un réalisateur qu'on n'a pas fait et qui est aussi fait partie de l'âge d'or aussi du cinéma japonais. Donc, ça va être intéressant. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, je me dis, ce sera une belle découverte, un réalisateur qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore fait sur le podcast. Et aussi un film plus classique, parce que là, on a fait pas mal de films assez récents, ou du moins des années 2000. Donc ça nous permet d'aller un peu aussi sur une époque qu'on fait moins souvent. C'est vrai. On en a fait quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc très juste. voilà. Donc, non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Voilà. Donc tout mon raisonnement pour arriver à ça. Ok. J'ai parcouru un peu notre collection, puis je me suis dit, je serais persuadé qu'elle choisira un truc un peu classique, comme tu dis. J'étais un peu comme toi. Je me suis dit, elle va pas choisir du Kitano, tout ça, parce qu'on a déjà fait pas mal. Ouais. J'étais sûr que t'allais choisir quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore exploré. Ouais. Ou pas beaucoup. Et non, mais c'est un très bon choix, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, on va changer de genre aussi un petit peu. Parce que c'est pareil, c'est un film que j'ai pas vu. Oui. Donc découverte pour tous les deux. Ouais, grosse découverte pour tous les deux. Et en plus, c'est parfait. Hein. Encore un film acheté chez Joker Shop. Donc toujours là, de toute façon, la collection a grossi. Ouais, c'est clair. Donc c'est parfait. Et si on allait voir ça? Moi, je dis que c'est une très bonne idée. Allons-y. Gondi-san. Nishi, 巡回の時間よ。お前の肌は何百人に一人。お前の体に印をつけてやる。
この女郎雲は男という男を食い殺しておめえの肥やしにするだろう。 Et nous voici de retour après le visionnage de Tatouage, un film de Yakuzo Masumura, un artiste majeur de la nouvelle vague japonaise, ayant étudié en Italie. Film sorti en 1966, inspiré de la nouvelle Le Tatouage, écrit par Junichiro Tanizaki, un autre artiste majeur dont il a sorti cette nouvelle en 1910. Céline va nous en parler. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, c'est l'histoire d'Otsuya, une jeune femme qui va fuir le domicile familial parce que ses parents refusent sa relation avec un simple commis. Donc ils vont partir, se réfugier chez un ami de la famille, et là elle va subir une attaque de la part de cet ami, et ensuite il va y avoir plein de on va dire mauvais rebondissements entre guillemets dans le sens négatif, avec ils vont essayer d'assassiner son fiancé, elle sera vendue à une maison de geisha, voilà, donc en gros il y aura rien qui va aller dans son sens, et au moment où elle est vendue, va y avoir un des personnes de la maison de geisha, je pense, qui va lui tatouer une araignée sur l'ensemble du dos avec un visage humain. Et une fois que le tatouage sera fait, son comportement, elle va un peu changer, et elle va se lancer dans une vengeance de toutes les figures masculines qu'elle a rencontrées jusque-là. C'est ça, une quête vengeresse par la Black Widow. C'est ça. Version japonaise. Exactement. Donc je n'ai pas dit, mais c'est un film qui dure 1h30. Oui. De type, alors ils mettent érotisme, thriller. Ouais, donc l'érotisme, c'est érotisme de la société japonaise en 1960. Exactement, donc ça veut dire on voit rien du tout. Ouais. Et c'est pas pour me déplaire, parce que pour le coup, moi j'avais peur qu'avec ce genre de film-là, ça soit la fête... Ouais, je suis d'accord. De montrer pour montrer, quoi. Ouais, voilà, exactement. Tu sais, moi j'avais un peu imaginé le cinéma d'Imamura, où justement lui il se cachait pas pour montrer, notamment dans La Ballade de Narema, oui, montrer un peu tout, n'importe quoi, des trucs qui avaient pas forcément d'intérêt, ouais. On en avait déjà parlé. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas cette fétichisation du corps féminin. On va vraiment se concentrer sur le dos, oui, sur le tatouage, sur le mouvement de cette araignée sur le dos, pour vraiment insister sur le côté mouvance de l'araignée qui prend vie sur le dos de l'actrice. Donc, on l'a pas dit, jouée par, si on l'a déjà dit, non? Non, Jouée par Ayako Wakao, une actrice fétiche pour Masumura, donc ça muse en fait pour plusieurs films. Oui, et puis apparemment c'était une actrice emblématique du Japon pour cette période-là, quoi. Elle a vraiment été extrêmement connue et reconnue, on va dire, dans l'industrie. C'est ça. Donc c'est un film qui a été noté 4.1 sur 5 sur Allociné et 7.1 sur 10 sur Sens Critique. Donc de très bonnes notes. Ouais, complètement. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu en as pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je trouve qu'il y a une très 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 belle restauration. Elle est magnifique. Il y a des couleurs sublimes. Et je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'ai même eu l'impression de pas du tout regarder un film des années 60. En gros, ce qui justement allait marquer le film dans son époque, c'est la façon de traiter la relation amoureuse, le corps. Ce qui en film comme ça dans les années aujourd'hui, la meuf elle est à poil tout le temps, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est et là il y a pas du tout ce côté un peu glauque en fait de la façon dont certains corps seraient représentés. Comme tu dis, il y a pas de fétichisation, il y a vraiment un accent sur le tatouage et sur le dos, mais au final même les éléments qui sont les plus on va dire qui vont le plus érotiser les personnages masculins, elle est complètement habillée, quoi. Elle a 5 couches de kimono. Et donc, tous les passages où elle sera un peu plus dénudée, je trouve qu'ils sont extrêmement bien tournés. Ils sont beaux. Et ça montre aussi la beauté du corps, en fait. Donc voilà, je commence un peu à partir. Mais oui, non, moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je te renvoie la balle. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un excellent film. J'ai adoré ce film. Ouais. Hypnotisant. Ouais. Plastiquement, c'est magnifique. C'est superbe. C'est, comme tu l'as dit, la restauration, elle est tellement incroyable. J'aurais pas vu la date, j'aurais eu du mal à le situer entre, par exemple, le cinéma de Kurosawa et de Imamura, justement. Alors qu'il se place pile poil entre les deux.
C'est vrai. Et quand tu regardes, il y a quasiment, on va dire, avec le cinéma de Kurosawa, il y a quasiment pareil, il y a 15-20 ans qui les séparent. Oui, c'est vrai qu'il déjà lui, il a aussi été prolifique sur de nombreuses années. Exactement. Quoi. Et quand tu compares un peu plus tard avec Imamura, c'est pareil, il s'est passé 15-20 ans aussi. Et esthétiquement, c'est tellement maîtrisé. Et franchement, c'est un travail de dingue. Après, moi, je pense que c'est tu vois aussi un peu le côté cinéma européen. Justement, le réalisateur a étudié le cinéma en Italie, justement, avec les Fellini, tout ça. Donc, il a côtoyé les grands, en fait, pour pouvoir apprendre le métier. Et ça se sent un peu plastiquement. Tu sens qu'il y a d'énormes influences européennes. Et là, pour le coup, italiennes. Et justement, sur le côté, on va dire un peu cinéma de genre italien, tu vois. Le côté un peu, merde, je cherche le terme de l'horreur italien. Le giallo, où en fait c'est vraiment très sombre, très très travaillé plastiquement, et en fait on y retrouve de ça dans ce film-là, parce que je vais pas dire dans le cinéma de l'auteur, parce que je connais pas du tout son cinéma, et dans ce film-là notamment on le retrouve, mais franchement c'est de toute beauté. Au niveau de la mise en scène, c'est léché, c'est incroyable. Ouais. On l'avait parlé pour Imamura qu'il avait surtout pour Plus Noir, où il y avait des cadrages qui étaient ultra travaillés. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a pioché un peu dans ce réalisateur-là. Désolé, je vais dire réalisateur parce que les noms, je les mélange en fait. Et en fait, au niveau des cadrages, je trouve que c'est réglé au millimètre près. Ouais, je suis d'accord. Il y a des idées de champ contre champ qui sont incroyables. Il y a des longs plans fixes où on va juste voir des personnes dialoguer, mais le décor est tellement fourni de détails, que ce soit par exemple des scènes dans une forêt où tu vas voir vraiment la pluie tomber. Les scènes de pluie, elles sont magnifiques. Ouais, de pluie et de neige aussi. Et de neige. Non, mais je vais arrêter là. Le film, il est maîtrisé de bout en bout. Esthétiquement, je n'ai rien à dire à ce film. Il est magnifique. Ouais. Il est hypnotisant. Et comme tu dis, c'est les côtés des cadrages et tout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a en fait souvent des cadrages qui sont assez serrés, mais qui ont une profondeur, une perspective assez importante. Et souvent, ils seront en fait sur plusieurs pièces. Donc, par exemple, on va avoir un personnage dans une pièce et le personnage à l'entrée ou donc à l'extérieur ou vraiment dans une pièce complètement séparée. Et en fait, ça donne une profondeur de champ sur un plan qui est quand même assez resserré. Et puis, ça après amène aussi les différences de dynamique dans les personnages, les un peu manipulations, les choses comme ça qui vont servir en plus le récit derrière, quoi. Moi, je trouve justement, il va chercher dans sa mise en scène la perspective dans le fond, comme tu dis, qui va faire ressortir l'image, parce que il y avait des plans chez Imamura en fait que j'adorais et qui étaient très très théâtrales, tu vois, où en fait on va vraiment voir de face en fait un décor et puis des personnages dialogués. Et là, en fait, le réalisateur va chercher vraiment des profondeurs, des perspectives où en fait il va jouer avec ces personnages dans le décor. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a cette impression de profondeur qui est incroyable et ça donne une image ultra riche. Et en plus, justement, on a vu que le film a été tourné en cinémascope. Le cinémascope, en fait, c'est une façon de filmer qui va compresser l'image au moment de filmer et qui va l'étirer et lui redonner sa forme panoramique, en fait, sur l'écran. Okay. Ce procédé-là, je sais pas comment on a pu le maîtriser à ce point-là. Parce que déjà, de se dire que tu vas filmer une image qui est compressée dans ta boîte à images, comment toi, en fait, tu vas, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, tu vas te dire, là, l'image, elle est compressée, mais c'est exactement ce que je veux, tu vois. Et quand ça va être décompressé, moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à conceptualiser. En fait, là, tu vois, on peut parler de vision 3D, sans doute, tu vois, une façon de voir les choses que nous, on voit pas. Après, moi, je pense que c'est peut-être aussi l'avantage, en fait, avec des auteurs qui sont à ce point-là vraiment perfectionnistes, c'est que je pense que son cadre, en fait, il le voit naturellement et il se dit, en filmant ça, je sais que je récupère ça, quoi. Mais après, il y a la maîtrise de l'outil, en fait. Plus tu l'utilises et plus ils sont aussi, comme tu dis, perfectionnistes, donc ils vont beaucoup travailler, faire peut-être beaucoup d'essais au départ et à la fin, ils maîtrisent leur outil et ils ont même plus besoin de se dire, de se projeter sur comment ça va être. Exactement. Ils le voient directement. Mais le pire, c'est que moi, j'arrive même pas à conceptualiser le principe, en fait. Ah ouais, non, mais moi, juste quand j'ai lu comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais putain, comment tu peux voir une image aussi belle, alors qu'elle est compressée dans ta boîte à images, quoi, pendant que tu la filmes. C'est clair.
Et surtout que c'est la première fois qu'il utilise ce procédé-là pour ce film-là. Il n'en avait jamais utilisé avant? Non, c'est la première fois qu'il l'utilise. Donc tu te dis, Franchement. franchement, le maîtriser à ce point-là, c'est ouf. Ouais, c'est clair. C'est ouf parce que l'image, elle est incroyable. 1966, mais j'en ai pris tellement plein la gueule que même aujourd'hui, entre 2000 et 2025 aujourd'hui, il y a très peu de films qui lui arrivent à la cheville. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce que je dis. En fait, c'est tellement bien léché, bien fait, bien réalisé. Avec la restauration, on n'a plus, c'est le grain qui va dater ou peut-être des fois des lenteurs ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment, je sais pas effectivement la qualité de départ qu'il y avait, mais c'est impressionnant parce que moi, je me suis vraiment fait plusieurs fois la réflexion dans le film où après c'était, à part la façon de traiter qui effectivement aujourd'hui aurait été beaucoup moins intéressante d'un point de vue artistique, et j'aurais été incapable de le dater, quoi. Mais moi, pareil, je me suis dit exactement ça. Mm. Quand toi, tu m'as dit que c'était dans l'avant-sens, que c'était un film de 1970 et que l'intro du film, Ouais. justement, elle te met directement dans le bain. J'ai vu la qualité d'image, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, au début du film, c'était bien marqué restauré par telle société au Japon. J'ai pas retenu le nom, malheureusement. Je me suis dit, waouh, le travail, il est ouf ici. Ouais. Mais dans les bonus, en fait, on voit le film annonce d'origine. Le matériau de base était déjà de qualité. Oui, Et la restauration, je pense qu'elle a été, je vais pas dire facile, parce que restaurer un film, c'est quand même du travail, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais la restauration, en fait, le matériau de base, en fait, a aidé à avoir une restauration, mais Oui, clairement. de cette qualité-là, quoi. Parce que, tu vois, on en avait parlé, par exemple, pour Audition de Takashi Miike, un film qui est sorti en 2000, si je dis plus de bêtises, un Oui, truc je comme ça. crois que c'était à peu près ça, peut-être 2001 ou un truc comme ça, mais... 99, c'est fin 90, 98, 99. Et la restauration en 2K, elle laissait un peu à désirer. Il y a des moments, ça piquait un peu. Tu voyais du grain vraiment dans les scènes de pénombre où t'avais des contrastes qui étaient mal échelonnés, je trouvais. Mais par contre, le contraste de ce film-là... Ah, la lumière, elle est magnifique. Waouh. Ouais. J'ai rarement pris une claque, justement pour ce genre de films-là. J'ai dit de vieux films, c'est un peu péjoratif. De films assez anciens comme ça. De voir le contraste à l'écran, je me suis dit, waouh. Mais aujourd'hui, on le fait pas, ça. On n'en fait plus de ce genre de belle image-là, quoi. Et non, mais voilà, je vais arrêter avec ça parce que je vais continuer à répéter que plastiquement, c'est incroyable. Mais même dans la narration, tu vois, tu disais tout à l'heure, on rentre tout de suite dans le bain dans le film. Donc effectivement, d'un point de vue visuel, mais aussi dans la narration, c'est-à-dire qu'on arrive tout de suite, le film s'ouvre sur la scène de tatouage. Et ensuite, on va avoir un flashback, en gros, où on va pouvoir voir ce qui lui arrive avant et jusqu'à ce moment-là. Et après, on a la partie après le tatouage. Et il n'y a pas besoin de te dire 2 semaines avant ou de te refaire après un autre flashback pour te redire on est à tel endroit dans l'histoire. Et tout est hyper clair. Alors que pourtant, on a très peu d'informations. Même dans l'écriture des personnages, on n'a pas tout le background de leur vie. Ça commence, effectivement, elle dit qu'elle veut se barrer de chez ses parents, mais on n'a pas tout le truc on s'est disputé tel jour parce qu'il a pas voulu de toi. C'est au fur et à mesure du film qu'on a un petit peu plus d'informations. Et moi, je trouve ça aussi, c'est horrible à dire, mais presque rafraîchissant, parce que aujourd'hui, on a des flashbacks pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, des fois, t'en as sur un truc que t'as vu 20 minutes avant, quoi. Je fais, ok, je veux bien, mais Tu parlerais pas un peu de Cobra Kai? un peu, mais pas que. Mais non. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. C'est vrai. Autant j'ai aucun problème avec le principe du flashback de base, j'en avais pas. Je commence à en avoir de plus en plus. Et que ce soit aussi en littérature, hein, pas que au cinéma. Au cinéma, je trouve que c'est beaucoup plus marqué parce que tu le vois, en fait. Donc quand tu reprends une même séquence, souvent en plus des fois des séquences, je trouve, qui s'allongent. C'est-à-dire qu'avant, t'avais juste 1 ou 2 images, genre des petits flashs, pour t'amener justement le côté de genre, regardez, c'était ça qu'on vous a montré, on vous juste le remet. Maintenant, tu te retrouves avec une scène de 3 minutes qui passe 3 fois dans le film, quoi. Donc t'es gentil, mais... C'est vrai. Et donc là, moi, j'ai beaucoup aimé parce que t'as pas tout et t'as pas ce sentiment de frustration de pas avoir assez d'informations. T'as pas toutes les informations, t'arrives un peu comme si t'arrivais dans une tranche de vie de genre, voilà, on vous présente la vie d'Otsuya
Et au final, tu rentres dedans, tu prends ce qu'on te donne et tu comprends très bien. Et tu comprends très bien et ça fonctionne parfaitement. Bah, tu sais, quand tu maîtrises ta narration, quand tu maîtrises ta mise en scène, bah voilà, ça donne ça. C'est ça. Et t'as pas besoin de superflu pour te raconter une histoire. Mais t'as pas besoin de cache-misère en fait. Ouais, carrément. De trucs pour faire oublier qu'il y a des manques. Ouais. Alors je sais plus qui c'est qui a dit ça comme phrase et je suis désolée. Mais il y a un truc que je trouve très bien et c'est justement pour parler de l'art de manière générale et se dire en gros t'as fini ton œuvre, pas quand t'as plus rien à rajouter, mais quand t'as plus rien à enlever. Et en fait, je trouve que des fois, on a un peu tendance à vouloir en rajouter pour être sûr que tout soit, entre guillemets, abordé, que tout a été donné comme information. Et en fait, des fois, il faut plutôt garder que l'essentiel. Et ça fera peut-être pas forcément quelque chose qui sera accessible à tout le monde, ou du moins pas accessible dans le sens trop intellectuel ou quoi que ce soit, mais que ça va pas plaire à tout le monde plutôt. Parce que y a des gens qui vont pas être dans ce genre de d'œuvres d'art, mais moi je trouve que c'est là où c'est les œuvres qui vont le plus marquer et le plus durer dans le temps, parce que justement on n'aura pas de fioriture en fait dessus. Il n'y aura pas de confusion, parce que justement plus tu rajoutes, plus ça devient confus, et plus tu vas te perdre. Bon là, pour parler de cinéma, tu te perds dans la narration, tu vas te perdre dans des personnages, dans des écritures. Là non, moi je trouve que le film en 1h30 il a tout raconté. En 1h30 il va à l'essentiel. Le montage, on n'en a pas parlé, mais le montage, il est clair, limpide. Les transitions, moi, je les ai trouvées hyper intéressantes. Moi aussi. J'aurais été, tout de suite, je suis incapable d'expliquer comment sont faites ces transitions-là, parce que j'ai pas forcément les termes techniques, les termes cinématographiques pour expliquer comment c'est fait. Mais je trouve que les transitions, en fait, même si tu changes de lieu rapidement, en fait, tu rattaches tout de suite avec la scène d'avant, par des dialogues, par une image, par une situation. Au moment où Tsuya va s'habiller et au moment où tu vas pas la voir s'habiller complètement, mais dans la scène après tu vas la voir justement complètement habillée. Et là en fait tu fais la transition tout de suite et tu sais tout de suite où c'est calé, parce que juste avant de passer cette transition là, on va expliquer ce qui va se passer derrière, mais sans surexpliquer, mais juste en fait c'est tellement naturel, parce qu'en fait tout est basé sur les dialogues en fait vont amener cette narration là et vont amener naturellement ces transitions qui vont être ultra claires et limpides quoi. Et dans la façon de s'habiller et ses vêtements, ils ont une importance dans l'histoire. Donc, alors déjà, ça se passe en hiver, donc forcément, ils ont les kimonos plus épais d'hiver, ils ont plusieurs couches et tout. Mais il y a vraiment une place importante aux vêtements que les hommes vont essayer de lui enlever, au fait que quand elle va justement se dénuder pour montrer son tatouage, il y a vraiment beaucoup de strates. Comme les couches en fait de son vêtement, et ça va amener aussi toutes les strates de son personnage. Plus elle va être habillée et plus elle va être dans la retenue, et plus au fur et à mesure elle va aussi en gros lâcher prise avec le pouvoir entre guillemets de son tatouage et se lancer dans sa vengeance quoi. On parle d'esthétisme, tout ça, de narration, mais la vengeance du film en elle-même, c'est pareil, c'est aujourd'hui on en voit énormément, tu sais, de films de vengeance. Kill Bill, moi je suis persuadé que Tarantino il a utilisé un peu ça pour écrire son personnage de Orenishi, tu vois, joué par Lucy Liu. Je trouve qu'il y a un peu de ça, tu vois, dans le côté justement la façon dont elle est coiffée, dans les kimonos, tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. L'histoire de la vengeance, je la trouve intéressante parce que t'as ce côté où comme tu l'as expliqué dans le synopsis, on va suivre vraiment un couple vraiment amoureux qui vont essayer de fuir, de fuguer ensemble pour consumer leur amour. Il y a des aléas de la vie qui vont amener à une séparation où elle va être utilisée en tant que geisha pour ramener de l'argent à son macro, et l'autre en fait il est en semi-fuite parce qu'il aurait tué quelqu'un et en fait il veut quand même retrouver sa bien-aimée, mais il est tiraillé avec son meurtre et avec le côté où en fait il va être exploité par justement sa fiancée pour commettre d'autres meurtres. Et en fait moi j'adore, c'est la balance entre les deux, c'est cette balance où en fait Utsuya qui va gagner en confiance, gagner en charisme et en importance, et tu vas avoir son fiancé qui va lui sombrer de plus en plus vraiment dans les enfers. Et entre deux tu vas avoir le tatoueur, le Frankenstein quoi, qui va contempler les actes de sa bête quoi, de ce qu'il va faire, sa création, sa création exactement,
et qui va être là en spectateur et voir qu'au fur et à mesure, plus il y aura de meurtres et puis lui, en fait, il va sombrer aussi dans la folie parce qu'il va s'apercevoir avec le tatouage, avec l'encre qu'il a infusé dans le dos de Otsuya, il n'a pas seulement mis un dessin sur un dos, il a infusé le mal en elle, en fait. Et tout ça, moi, cette histoire-là, je la trouve, tous ces allégories, tout ça autour du tatouage et de l'encre qui s'infuse dans le corps, moi, j'adore. Mais ce genre de récit-là, en fait, moi, ça m'accroche et ça me parle, en fait. J'aime bien qu'on va chercher des trucs un peu mythologiques, entre guillemets, tu vois, sur des choses de la vie, en fait, anodines. On a tous des tatouages, tu vois. Enfin, nous, on a des tatouages, tu vois. C'est pas pour autant que tu vas chercher un côté fictionnel ou un peu méta autour de ça, mais justement dans ce genre de cinéma là moi j'adore. Ouais, puis moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas non plus le côté renversement à 360 degrés. Ouais. C'est-à-dire que le personnage d'Otsuya, c'est déjà de base un personnage féminin qui est très charismatique et qui est très fort et qui va avoir pas une dominance, mais on va dire un peu le dernier mot, et qui va aussi avoir, parce que elle a une situation sociale plus élevée, elle est plus riche, elle a au départ le soutien de sa famille qui, voilà, il y a un cadre familial posé, et donc c'est elle qui va convaincre son fiancé de partir, c'est elle qui va convaincre son fiancé de rester chez Gyonji, je crois, Gonji, ouais. Qui est l'ami de la famille, et donc il y a déjà ce personnage qui est fort. On n'est pas passé du personnage féminin paillasson à le personnage badass. Non, c'est une femme fatale. C'est une femme fatale, tout simplement. Et elle le devient de plus en plus dans le film. Et non, vas-y, je laisse continuer. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que ça amène déjà un personnage féminin qui est bien écrit, qui est fort et qui va avoir tout simplement du caractère, qui va être écrit en ayant des choses à dire. Bien sûr. Et dans sa représentation, déjà, on sent au départ que elle sait l'effet qu'elle a sur les hommes, même si elle n'est pas du tout intéressée parce que les avances qu'on peut lui faire, parce qu'elle est amoureuse de son fiancé. Moi, je trouve qu'il y a une phrase qui est très forte et qui est très très peu amenée dans ce genre de film, ou du moins dans ce genre de personnage féminin. C'est quand son fiancé, quand il la retrouve, lui dit, en gros, est-ce que tu aimes ton métier, donc d'être geisha, donc qui est être prostituée, et elle dit, mais j'ai jamais détesté ça en fait. Et souvent, les personnages féminins par rapport à la sexualité, c'est soit des personnages où il faut en faire le moins possible, ou au contraire, quand on est sur un truc de femme fatale, elles vont aimer ça, mais dans un désir de destruction complète. Que ce soit pour elle ou pour les autres. Voilà. Et donc là, on a un peu cette partie-là de destruction, parce qu'il y a une partie de vengeance, mais pas que, en fait. C'est pas on sent qu'il y a, voilà, ça va toujours être ramené avec plusieurs subtilités dans le message. Ce sera jamais un truc genre tout blanc ou tout noir, où on veut aller sur un thème et on y va à 100% et on n'aborde rien d'autre. En fait, il y a plein de sujets qui sont abordés dedans, subtilement, et donc en fait on nourrit en fait cette histoire-là. Donc pour aller voir le film, alors déjà il est disponible en physique dans une, comme on l'a dit, la très belle restauration proposée par Joker Shop, restauration 4K, avec un magnifique coffret en carton avec une très belle illustration tout en aquarelle. L'illustration elle est magnifique. Elle est incroyable. Et il y a une restylisation du tatouage qui est superbe. Ouais. On mettra une photo en story pour que vous voyez un peu la beauté du coffret, quoi. Il est incroyable. Si vous avez l'occasion de choper, franchement, jetez-vous dessus. Déjà pour l'objet qui est magnifique et pour le film qui en vaut carrément le détour. Sinon, pour ceux qui veulent le voir, il est disponible en location sur Univerciné pour 4 €. Donc franchement, 4 €, c'est pas cher payé pour voir un vrai bon film cinéma des années 60 japonais. Franchement, jetez-vous dessus. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as une scène préférée pour le film? Oula, ça va être compliqué de choisir une. Alors moi, il y en a une qui m'a tout de suite parlé, que j'ai tout de suite beaucoup aimé, même si après, il y en a d'autres de très très belles aussi. C'est la scène sur le pont, où en gros, ils vont décider de s'enfuir. De l'étape d'après, quoi. La lumière naturelle, le pont, le cadrage, tout est magnifique. Et voilà, donc c'est vraiment une très très belle scène. Excellent. Et toi? Je vais rester simple et je vais dire la scène d'intro. Ouais. Vraiment, la scène d'intro, elle est incroyable. Elle est magnifique, elle est toute beauté, elle explique tout. Ouais. En pas grand chose. Elle met aussi très vite le ton de l'histoire et de ce qui arrive au personnage, quoi. Ouais, de toute façon, pour raconter, c'est pas vraiment un spoil, c'est le début du film. Première scène,
on voit Otsuya qui s'est fait enlever, qui est bâillonné, et en fait, la seule question qu'elle pose à son ravisseur, c'est qu'est-ce que tu vas faire de moi? Et lui il répond, bah depuis que je t'ai vu la première fois, ta peau en fait elle est incroyable et j'ai envie de la tatouer. Et en fait on va voir cette scène de tatouage où en fait on va le voir entre son pinceau d'encre de Chine commencer à dessiner sur la peau et ensuite piquer à l'ancienne avec comment ça s'appelle C'est un peigne, ça? Un peigne, c'est ça, merci. Avec le peigne vraiment à l'ancienne, et tu vas voir le corps de Otsuya bouger sur la douleur, et puis bah elle est elle a au départ endormi au chloroforme au départ, et puis après au final tu vas la voir avec la douleur en fait qui va commencer à la réveiller, et en fait elle va commencer à se mouvoir au fur et à mesure que le peigne va lui pénétrer la peau, et on va voir le dessin de l'araignée se former au fur et à mesure, et après après avec le petit texte pour annoncer le titre du film, tout ça, juste le plan fixe où en fait on va continuer à voir le tatoueur tatoué, et sur le côté on va avoir un gros kanji avec le texte. Moi j'adore, ça fait limite un beau poster, quoi. Ouais, c'est clair, ça fait une très très belle affiche. Donc voilà, bah écoutez, c'était tatouage de, j'allais dire Imamura, mais c'est toujours pas lui. Matsumura, merci. Matsumura ou Matsumura. Matsumura. Je sais pas si le S il se prononce un peu dessous, mais donc Matsumura, un réalisateur que je vais garder très fortement dans le coin de ma tête. Ouais, moi aussi. Parce que après cette claque-là, j'ai envie d'en voir d'autres. Ouais, et franchement, je suis bien content de l'avoir choisi celui-là. Ouais, non. Je sais pas dans combien de temps il serait tombé. C'est vrai. Très très bon choix. J'ai galéré à choisir, mais je suis contente de l'avoir pris. Très bon choix, parce que même moi, quand je l'avais acheté, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit tiens, c'est un film qui m'intéresse. Je me suis dit tiens, j'avais envie de voir ce que donnait un peu le féminisme en 66 vu au Japon. Ouais. Donc je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Et pour le coup, c'était intéressant. C'est très intéressant. Et je pense que dans les représentations cinématographiques des personnages féminins et du féminisme de manière générale actuelle, on pourrait aller faire un petit tour de ce côté-là, de regarder ces genres de films pour se dire... Exactement, là j'ai... Ah tiens, j'ai des choses à apprendre. J'aime pas dire c'était mieux avant, mais là pour le coup, pour certaines choses, faudra peut-être aller chercher avant et étudier un peu ce qui s'est passé, ce que nous, déjà, ce que des réalisateurs comme ça étaient capables de voir dans ce combat-là, dans ce féminisme-là, qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Et ce qui en ressort là, c'est ce que on l'a pas aujourd'hui, et c'est ce que certaines personnes devraient s'inspirer. Donc voilà, jetez-vous sur ce film, il est incroyable. Je suis entièrement d'accord. Recommandation. Tu y vas? Tu commences? Je commence. Comme tu veux, moi je peux. Allez, ça fait un moment que j'avais envie d'en parler, mais j'oublie à chaque fois. C'est une recommandation que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui peut-être qui l'ont vu, mais moi je le recommande de mon côté. C'est Le Robot Sauvage. Ah oui. Ça fait plusieurs épisodes. Ça allait arriver dans mes recommandations bientôt aussi. Ça fait plusieurs épisodes que je voulais parler de ça, mais à chaque fois je me dis merde, je voulais parler de quoi, je me gratte la tête, je m'en souviens plus, puis je passe sur autre chose. Donc voilà, Le Robot Sauvage, c'est un film d'animation sorti en 2024, réalisé par Chris Sanders, à qui l'on doit les très grands films comme Lilo et Stitch ou Dragon. Donc c'est pas un manche. Non, ça va. Donc Le Robot Sauvage, ça raconte l'histoire d'un robot qui va se perdre sur une île peuplée d'animaux, et donc il va devoir survivre et puis faire sa vie sur cette île parce qu'il est incapable de pouvoir retourner là d'où il vient. En fait, il va apprendre le langage des animaux au fur et à mesure, un peu comme Antonio Banderas dans Le 13e guerrier. Je sais pas si tu t'en rappelles. Alors je l'ai vu, tu l'as vu, j'ai vu le film, mais alors je serais incapable de me rappeler de ce quoi tu parles là. C'est une scène où tu vois Antonio Banderas, il est avec c'est des Vikings, je crois, non? Oui. Ouais, je crois. Et en fait, ils parlent pas la même langue. Ouais. Pendant une soirée, un feu de camp, tu vois, ils sont tous assis là, puis en fait, t'as Antonio Banderas qui est assis, tu vois, genre air brosson, tu vois. Ouais. Et en fait, il écoute ses partenaires vikings qui comprend pas. Et en fait, au fur et à mesure qu'il parle, en fait, il va commencer à comprendre, et puis tu vas avoir des mots, pour le coup, en anglais qui vont se glisser au fur et à mesure dans le langage. Et en mode, il va complètement les comprendre. Et il va dire, et là, il va commencer à parler avec eux. Et c'est comme ça qu'en fait, après, le film bascule sur le côté où, c'est bon, on en a marre de mettre deux langues dans le truc, et là, on passe à l'américain, et puis on n'en parle plus. Le Robot Sauvage, c'est un peu ça. En fait, il va écouter, il va se mettre en mode antenne relais, et en fait, il va écouter tous les bruits ambiants, les animaux qui vont parler, et puis hop, il va emmagasiner, et là, paf, il va pouvoir discuter avec tous les animaux. Et en fait, il va trouver un œuf d'oie. Et donc, il va éclore, et en fait, il va devenir, entre guillemets, la maman de ce petit oie.
et en fait ils vont se lier d'amitié et Ouais. d'amour maternel. Et en fait c'est une très belle histoire. C'est un film où j'ai chialé littéralement. Je me suis retrouvé avec des yeux mouillés à la fin du film. J'ai pas compris. Je me suis dit tiens, pourquoi il y a un effet de flou sur l'écran? En fait c'était mes yeux qui déraillaient. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est la transpiration. C'est ça. Et ouais, il faisait chaud, je crois, le jour. En plus. Ouais, c'était en plein hiver, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est un film qui m'a mis une claque. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film d'animation me faire autant d'effets que celui-là. Comme notre grand le dit, c'est le meilleur film d'animation de l'année. Ouais. Et je suis d'accord avec lui. C'est un film incroyable. Je vous conseille vivement, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le choper. Je crois qu'il est disponible sur MyCanal, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus du Je tout crois que quoi c'est on sur l'a MyCanal. vu, ouais. Mais c'est sur une plateforme assez facile d'accès. Là, il est disponible, donc vous avez pas d'excuse, il faut le voir. En solo ou en famille. Si vous avez honte de pleurer devant vos gonzesses ou devant vos enfants, matez-le en solo. Mais faut pas avoir honte, on s'en fout. Mais ça existe, hein. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai été pris au dépourvu, c'est pas pareil. Et non, le film, il est incroyable, Ouais, il est beau. Graphiquement, c'est magnifique. Et c'est original. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il y a des films qui sont très beaux, mais qu'on va retrouver un peu des esthétiques qu'on a déjà vues, des choses comme ça. Là, moi, je trouve qu'il y a une patte artistique assez originale, quoi. C'est des trucs que tu vois pas tout le temps, et ça fait plaisir aussi d'avoir des quelque chose qui est pas forcément voulu pour être ultra léché et tout. Il y a une vraie patte, je trouve. Et ouais, je vous le conseille vivement. En plus de tatouage. Excellent. À toi. Moi, je vais recommander le livre Geisha de Arthur Golden. C'est l'histoire de Sayuri, qui est vendue par son père avec sa sœur quand elle est jeune, dans une maison de geisha pour être un peu servante. On voit un moment dans le film Tatouage une jeune fille qui va être l'aide de la maison. Bah, c'est un peu ça. Donc, elles vont faire tous les tâches ingrates. Je sais pas si on peut appeler ça la maîtresse ou la directrice de la maison de geisha va la prendre complètement en grippe et va un peu la torturer. Sa grande sœur sera après revendue dans un bordel. En fait, un jour, elle va rencontrer, alors elle est encore assez jeune, un homme où elle va être complètement subjuguée par lui, et en fait, elle va se rendre compte qu'il a des geishas, et donc elle va vouloir devenir geisha pour pouvoir se retrouver avec lui quand elle sera grande, entre guillemets comme ça. Donc là, on voit tout son processus d'apprentissage, et elle devient une excellente geisha que après tout le monde va s'arracher. Et voilà, c'est toute son histoire. Et donc il y a aussi la dimension de la guerre, puisque ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a tout un passage aussi où il y a la chute en fait de son personnage qui va être complètement broyé aussi par la guerre au Japon. Voilà, donc il y a une inspiration d'une histoire vraie d'une femme qui a après immigré aux États-Unis. Donc il y a une grosse partie qui est romancée, mais il y a quand même des faits d'origine qui sont de sa vraie histoire. Et voilà, donc j'avais découvert ça par hasard en librairie. J'ai toujours été assez fascinée par l'image de la geisha, un peu le mythe autour de ces figures-là. Et donc je l'ai pris un peu au hasard et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il a été adapté au cinéma, donc le titre c'est Mémoire d'une geisha. Et c'est le même principe en fait, hein, d'une femme qui va raconter sa vie de son enfance jusqu'à devenir une des plus grandes geishas du Japon, quoi. Et sur ce, je pense qu'on peut regarder ce qu'on va oui, c'est avoir le meilleur moment du podcast. Dans la pioche de la semaine prochaine. 3, 2, 1, Hanabi. Ça tombe naturellement. Naturellement, on va tomber sur le chef-d'œuvre de Kitano, Hanabi. Oh là là, j'ai tellement hâte d'en parler, ce film-là. Préparez-vous, l'épisode sera long. Ouais, moi, je vous conseille déjà d'aller le voir. Là, ouais. Là, avant qu'on en parle, vous allez comprendre pourquoi on adore ce film. Pourquoi c'est considéré comme le chef-d'œuvre de Kitano. Même si moi, j'en mettrais un au-dessus, mais vous le savez déjà. Oui, parce que c'est pas la première fois que tu le dis. Mais Hanabi, c'est un pur chef-d'œuvre. Point barre. Est-ce qu'on a besoin de faire un épisode pour dire que c'est un chef-d'œuvre? On va quand même essayer d'expliquer ce que c'est, puis juste, on va le revoir, quoi.
Ah bah, la location de le revoir. moi, juste le revoir, On va ça pas me se priver. convient. Hein. Après, techniquement, le podcast, en soi, je crois qu'il va pas être là pour vendre du rêve. Hein. Oh, mais si, du rêve. Mais non, le rêve, en fait, il se fait en visionnant le film. Oh, oui. Oui, tu veux dire, on va pas mentir sur la valeur du truc. Quoi. Non, je vais pas réinventer ce que vous voulez, mais... Non, mais on va faire un bon épisode. On va continuer à encenser Kitano comme d'habitude. Encore on va du se faire Kitano, plaisir. Waouh. Bah, moi qui me suis dit qu'on allait finir l'intégrale de Kitano dans 10 ans, bah, je pense que là, dans cette année, c'est fini. On l'aura tout fait. Ouais. Ah, on a une belle étoile, hein, quand même. Ouais, j'avoue. Hanabi, oh, je suis tellement content. Et c'est le fait que ce soit toujours pas SN Atsushi, je suis ravi. Je veux vraiment le garder pour la fin. Ouais. S'il te plaît, ma petite pioche Excel, écoute-moi. Sors-le en dernier. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais non, franchement, je suis trop contente. Pareil, oh là là, j'adore. Oh, j'ai déjà les scènes, j'ai déjà la musique incroyable de Joe Hisaishi. Ah là 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 là, mais quel film. Quel film. Ah, le coup de feu à la fin. Ah! Chef-d'œuvre ce film. Dépêchez-vous d'aller le voir. En plus, on l'a fait gagner il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc, jetez-vous dessus, hein, si vous pouvez. Et venez nous écouter, en parler. Parce qu'on va prendre plaisir à le regarder et en parler, je pense. Donc, Oh oui. Bon, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un film japonais. Encore un film de Kitano. Très bien. Ça me va. Hein. C'est parfait. Là, ça sera beaucoup mieux que Broken Rage. Ouais. Il y aura là, pas ça photo, sera là. beaucoup mieux. Parce que finalement, avec le recul, Broken Rage, je me dis, ouais, Pour moi, c'est le film, comme on a dit, hein, c'est le film que tu fais... T'es à la fin de ta carrière, t'as envie de te faire un petit truc. ouais, bon, il voilà. avait pas énormément de moyens non plus, ça se sent, mais... Bah, c'est une prod de... Mais après, moi, Amazon, quoi. quand tu connais un peu le cinéma de Kitano, c'est le genre de réalisateur, tu sais, ton réalisateur fétiche, en fait, t'as pas envie qu'il termine sur un film moyen ou une daubasse, quoi. Mais Bah, c'est pour ça que... t'as envie toujours que ce soit la perfection, que ce soit pour lui ou pour toi, en tant que spectateur. Mais ouais, non, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, Kitano, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je vais être derrière. Donc, même si, Mais après, je pense que c'est toujours ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'on préfère que les artistes qu'on suit, qu'on apprécie, forcent pas, étirent pas leur carrière, quoi. Des fois, faut accepter de partir quand bien sûr. quand t'es en haut, plutôt que de vouloir absolument maintenir et après t'es soufflé, Après, t'es tu peux épuisé. pas empêcher quelqu'un d'exprimer sa passion aussi, tu vois. Si quelqu'un a envie de faire une œuvre ou peinture ou n'importe quoi, qui on est nous pour lui dire non, fais pas ça, quoi. Non, puis après, faut pas oublier que bah déjà c'est un boulot. Bien sûr. Aussi, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose que c'est artistique et tout, mais je veux dire ils font ça et donc bah t'es jamais au top de ta forme tout le temps. Enfin, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et donc il y a des films avec et des films sans. Et bah Broken Rage, c'est un peu ça. Hein. C'est pas ultra mauvais, mais c'est pas à la hauteur de Kitano. Et par contre, tu vois, moi, en fait, c'est ni bon ni mauvais, quoi. C'est ça. Moi, je le vois vraiment, comme je te dis, comme le truc, bah, il a voulu se faire plaisir, et bah, tant mieux pour lui, quoi. Ouais, il s'est fait plaisir, et puis moi, sans se prendre la tête, et je prends plaisir à regarder, même si, bah, moi, ça c'est pas celui que j'ai revoir, quoi. Ouais, voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid, en fait, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. Mais bon, on va se rattraper avec d'autres chefs-d'œuvre. Ouais. Et donc, on va se rattraper avec Hanabi la semaine prochaine. Yes. D'ici là, si vous faites tatouer, essayez de pas partir en vrille et de vouloir tuer les gens. Ouais, vous laissez pas infuser par l'encre. Ou sinon, vous faites tatouer des licornes avec des poussières d'étoiles. Bon, après, comme ça. Ouais, ça vous transforme en licorne avec des poussières d'étoiles et vous volez dans la galaxie. Dans la nuit noire. Et lointaine. Bon, allez, on va arrêter là parce qu'on commence à raconter de la merde. Ouais, c'est tard, là. Et, bah, sur ce, on vous souhaite une longue vie. Jusqu'à la semaine prochaine. Bah, oui, revenez quand même, hein. Ne laissez pas tout seul. Puis, bah, bonne semaine à vous et on se revoit très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。